Depuis 10 000 ans, on nous raconte un mensonge fondamental sur l'agriculture. On nous enseigne que pour cultiver de la nourriture, il faut souffrir, il faut creuser, il faut labourer. On nous dit qu'il faut se briser le dos, retourner la terre encore et encore, sous un soleil de plomb. Regardez bien, le symbole universel du jardinier, c'est la pelle. Mais et si je vous disais que la pelle est en réalité l'ennemi juré de votre récolte? Il fut un temps où les pommes de terre n'étaient pas plantées en rang d'oignons, n'étaient pas enterrées profondément dans les entrailles de la terre et n'étaient pas cultivées de la manière dont les manuels scolaires insistent aujourd'hui. Au début des années 1900, de petits agriculteurs utilisaient discrètement une méthode qui produisait jusqu'à 3 fois plus de tubercules sur la même surface de terrain. Cela ne demandait aucun engrais chimique, aucun produit toxique et presque aucun effort de creusement. Puis, cette méthode a disparu, pas parce qu'elle avait échoué, mais parce qu'elle fonctionnait trop bien en dehors du système industriel qui préfère vous vendre des machines et des intrants. Dans les années 1970, une femme de 80 ans nommée Ruth Stout a redécouvert ce secret ancestral. Alors que ses voisins transpiraient sous le soleil avec leurs motoculteurs bruyants et polluants, elle restait assise tranquillement sur son porche, un verre de limonade à la main. Et quand le moment de la récolte arrivait enfin, elle ne sortait pas sa pelle. Elle soulevait simplement une épaisse couverture de foin et ramassait les pommes de terre comme si elle ramassait des œufs dans un poulailler. Des tubercules propres, énormes et obtenus sans le moindre effort. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment répliquer ce système perdu. Je vais vous montrer comment jeter votre pelle au fond du garage, comment protéger votre jardin d'un poison invisible moderne et comment tripler votre rendement dès cette saison. Pour comprendre pourquoi cette méthode fonctionne, vous devez d'abord comprendre la catastrophe biologique qui se produit actuellement dans votre jardin traditionnel. Quittez votre potager un instant et marchez dans une forêt ancienne et profonde. Regardez le sol. Que voyez-vous? Est-ce que le sol est nu? Est-ce qu'il est exposé à la lumière crue et brûlante du soleil? Est-ce qu'il est retourné par une machine? Non, jamais. La nature n'expose jamais sa peau. Elle porte toujours un manteau. Le sol de la forêt est recouvert de couches de feuilles, de brindilles et de matières organiques en décomposition. C'est un sol doux, spongieux, humide et incroyablement vivant. Mais dans l'agriculture moderne, la première chose que nous faisons est d'arracher ce manteau protecteur. Nous prenons une charrue lourde ou un motoculteur et nous déchirons la terre. Nous nous racontons que nous aérons le sol. Nous pensons aider, mais biologiquement parlant, nous sommes en train de brûler la maison de nos alliés. Il existe un vaste réseau invisible sous vos pieds appelé le mycélium. Ce sont des filaments fongiques qui agissent comme l'Internet du sol. Ils transportent l'eau sur des mètres, ils échangent des nutriments entre les plantes, ils maintiennent la structure de la terre. Quand vous labourez, vous déchirez ce réseau en 1000 morceaux. Vous introduisez une bouffée massive d'oxygène qui brûle le carbone du sol par un processus appelé oxydation. En quelques saisons, votre sol s'effondre. Il se transforme en une poussière grise et sans vie. Et quand vous plantez une pomme de terre dans cette poussière morte, vous la forcez à mener une guerre contre la physique. Le sol devient lourd et compacté. La pomme de terre lutte désespérément pour se développer. Elle dépense toute son énergie vitale juste pour repousser la terre compacte autour d'elle. La méthode perdue de 1905 reposait sur une vérité toute simple. Les pommes de terre n'ont pas évolué pour pousser dans de la terre compactée. Elles ont évolué pour former des tubercules dans des couches meubles, fraîches et riches en oxygène, comme sur le sol d'une forêt. Alors pourquoi les enterrons-nous dans une tombe alors que nous devrions les déposer dans un berceau? Soyons honnêtes, dans la méthode traditionnelle, vous vous brisez le dos à creuser des tranchées, mais la vraie douleur survient au moment de la récolte. Vous enfoncez votre bêche dans le sol, espérant trouver un trésor, mais à la place, vous entendez un craquement sinistre. Vous remontez la terre
et vous voyez votre plus grosse, votre plus belle pomme de terre tranchée en deux par votre propre lame. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Si vous en avez assez de ruiner votre récolte, écoutez bien ce qui suit. Le secret que l'agriculture industrielle a oublié ou a choisi d'ignorer est une question de biologie élémentaire. Une pomme de terre n'est pas une racine, c'est un tubercule de tige. Quand vous enterrez un plant à 15 cm de profondeur dans un sol lourd, vous forcez la plante à gaspiller une énergie précieuse pour pousser vers le haut à travers la terre compactée, juste pour trouver la lumière du soleil. Elle se bat pour sa survie avant même d'avoir commencé à produire. La méthode perdue inverse totalement le scénario. Elle utilise la stratification verticale. En 1905, les cultivateurs avaient compris que les stolons de pommes de terre, ces tiges souterraines qui produisent les tubercules, s'épanouissent mieux dans des environnements meubles, sombres et saturés d'oxygène. Ils n'ont pas besoin de terre. Ils ont besoin d'obscurité et d'humidité. Ruth Stout a poussé ce concept à l'extrême. Elle posait ses pommes de terre directement sur le sol dur, à même l'herbe. Elle ne retournait pas la terre, elle ne creusait pas de tranchées, elle se contentait de les déposer. Ensuite, elle les recouvrait de 20 cm de vieux foin gâté. Cela créait un monticule vivant. À l'intérieur de ce monticule, les conditions sont parfaites. Le foin agit comme un isolant thermique exceptionnel. Même quand l'air extérieur atteint 35 degrés en été, la surface du sol reste à une température fraîche de 18 degrés. C'est crucial, car lorsque la température du sol dépasse 24 degrés, le plant de pommes de terre arrête net de fabriquer des tubercules. En les gardant au frais, vous trompez la plante en lui faisant croire que c'est toujours le printemps, prolongeant ainsi la période de croissance de plusieurs semaines. Mais la vraie magie, c'est l'oxygène. Parce que le foin est poreux, les stolons peuvent respirer, ils s'étendent sans effort dans toutes les directions. Au lieu d'avoir une seule couche de pommes de terre entassée luttant pour l'espace, la plante produit des tubercules en continu tout au long de la tige. Votre jardin passe d'un champ de bataille à une véritable usine à nourriture. Alors, comment mettre cela en œuvre sans échouer? La plupart des gens essaient et échouent parce qu'ils oublient un détail critique. Voici votre plan d'action précis. Étape numéro 1. Le placement. Ne labourez pas votre sol. Si vous avez des mauvaises herbes ou de la pelouse, tondez-les simplement au plus court. Laissez les racines dans le sol pour qu'elles pourrissent. Elles deviendront de la nourriture pour les vers de terre qui viendront labourer gratuitement pour vous. Placez vos plants de pommes de terre directement sur la surface. Espacez-les d'environ 30 cm. Ne les coupez pas. Les pommes de terre entières risquent moins de pourrir dans ce système. Étape numéro 2. La couverture. C'est ici que 90% des jardiniers échouent. Vous devez les recouvrir d'au moins 20 à 25 cm de matière organique meuble. Ruth Stout utilisait du vieux foin, mais vous pouvez utiliser de la paille, des feuilles déchiquetées ou même des tontes de gazon séchées. La règle est simple, si vous pouvez voir la pomme de terre, le soleil peut la voir aussi. Si le soleil frappe le tubercule en croissance, il devient vert et produit de la solanine, un composé toxique. Couvrez-les profondément. Couvrez-les dans le noir total. Étape numéro 3, l'entretien, ou plutôt l'absence d'entretien. C'est la partie la plus difficile pour les jardiniers modernes. Nous sommes accros à l'action, nous voulons toujours faire quelque chose. Mais avec ce système, il n'y a pas de butage, il n'y a pas de désherbage, car le paillis épais bloque la lumière pour les mauvaises herbes. Et il n'y a presque pas d'arrosage. Le paillis emprisonne l'humidité si efficacement que, sauf en cas de sécheresse extrême, la pluie suffit amplement. Étape numéro 4, la chasse au trésor. Quand les plants fanent à l'automne, ne sortez pas la pelle. Allez simplement au jardin, mettez-vous à genoux et retirez la couverture de foin. Les pommes de terre seront là, posées sur la surface du sol, propres, sèches et massives. Vous les ramasserez comme si vous récoltiez des citrouilles. Pas de tubercules tranchés,
pas de mal de dos, juste de l'abondance pure. Mais avant de vous précipiter pour acheter une botte de foin, il y a un piège moderne que Ruth Stout n'a jamais eu à affronter. Un piège qui pourrait empoisonner votre sol pour 3 ans. À l'époque de Ruth Stout, le foin n'était que de l'herbe séchée. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un champ de mines chimiques. Il existe une classe d'herbicides persistants appelés aminopyralides. Les agriculteurs les pulvérisent sur les pâturages pour tuer les mauvaises herbes à feuilles larges. Ils sont conçus pour être tenaces. Cela signifie qu'ils ne se décomposent pas facilement. La vache mange l'herbe pulvérisée. L'herbicide passe à travers la vache. Il finit dans le fumier ou reste sur le foin sec. Et il peut rester actif et mortel pendant 3 ans. Si vous paillez vos pommes de terre avec ce foin contaminé, vos plants vont germer, mais ensuite les feuilles s'enrouleront comme des griffes. Elles se tordront et flétriront. Cela ressemblera à un virus, mais c'est en réalité un empoisonnement chimique. Nous appelons cela le foin tueur. Pour utiliser la méthode Stout au XXIe siècle, vous devez être un détective. Demandez à l'agriculteur, ce champ a-t-il été traité avec des herbicides persistants? S'il ne le sait pas, faites un test bioessai simple. Plantez quelques graines de haricots dans un pot avec un peu de ce foin trempé dans l'eau. Les haricots sont les canaries dans la mine de charbon. Si les haricots poussent droit, le foin est sûr. S'ils se tordent, brûlez ce foin ou jetez-le loin de votre potager. Une fois que vous avez sécurisé des matériaux sains, cette méthode est bien plus qu'une simple astuce de jardinage. C'est un retour à la raison. Ruth Stout nous a appris que la paresse n'est qu'un autre mot pour l'efficacité. En jetant la pelle, vous n'abandonnez pas le contrôle. Vous redonnez le contrôle à la biologie, qui fonctionne parfaitement depuis des millions d'années. Alors cette saison, je vous lance un défi. Essayez une seule planche, juste une. Comparez la méthode classique à la méthode Stout et laissez votre dos décider laquelle est la meilleure. Si vous êtes prêt à arrêter de combattre le sol et à commencer à travailler avec lui, écrivez les mots « sans labour » dans les commentaires ci-dessous. Faites savoir à l'algorithme que la pelle est devenue obsolète. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir cette vision d'une abondance sans effort. Et abonnez-vous, car le fermier le plus intelligent est celui qui regarde la nature faire tout le travail à sa place. Votre jardin ne devrait pas être une source de douleur, mais une source de vie. La terre est prête à vous donner tout ce dont vous avez besoin, à condition que vous acceptiez enfin de ne plus la blesser. Imaginez l'automne prochain, soulevant ce manteau de foin protecteur pour y découvrir des trésors dorés, sans une égratignure, sans une goutte de sueur inutile. C'est cela, la véritable autonomie. C'est cela, la sagesse retrouvée. Merci d'avoir écouté, et bon jardinage à tous.